d'app c'est bon, l'enregistrement repart. Donc le programme vise à appuyer, les différentes institutions impliquées dans le secteur de l'assainissement et de la réutilisation usée traitées en, Palestine. Avec non seulement un appui qui serait prévu pour les institutions centrales, la Palestinian Water Authority, le ministère de l'Agriculture, le conseil régulateur, j'en passe, et également trouver des acteurs et des institutions au niveau local, des opérateurs, des syndicats qui sont impliqués dans l'assainissement, la réuse, ou qui vont l'être, dans les années qui viennent pour assurer une montée en compétences et une meilleure, efficacité, une meilleure qualité du service in fine. Bon, à voir. En effet, ce programme, malgré toute son ambition, il ne pourra pas appuyer l'ensemble des opérateurs, présents, parce qu'il y a, sur les dernières informations de la PWA, qui nous ont été partagées avec Rémi, il y a 14 infrastructures de traitement à l'heure actuelle en Palestine, avec, au moins autant d'opérateurs. Donc tous les acteurs ne pourront pas être appuyés, et c'est là où ça pourra être intéressant de partager de l'information avec vous et voir si des coopérations, pourraient être, envisagées dans ce cadre-là, ou en tout cas dans sous ce chapeau-là, en tout cas dans ce cadre-là, et à même d'assurer une certaine cohérence, une certaine complémentarité des appuis qui sont fournis dans le secteur. Merci beaucoup, pardon. Bah, merci, hein. Dignité internationale, vous relevez la main à nouveau? Oui, j'ai trouvé finalement la main. J'en profite. Non, je voulais juste partager aussi notre expérience rapidement. Nous, on a travaillé sur des projets pilotes de dessalement en fait dans des écoles pour l'eau. Et je pense que c'est un sujet important aussi parce qu'on parlait des eaux usées, mais il semble intéressant peut-être aussi d'approfondir les sujets concernant le dessalement de l'eau aussi dans des points focus comme les écoles, etc. Voilà, c'était une réflexion, mais s'il y a d'autres expériences, nous on fait ça effectivement avec les Palestiniens, s'il y a d'autres expériences autour d'un consortium dont on est leader en Palestine, s'il y a d'autres expériences sur le sujet du dessalement, ça pourrait être extrêmement intéressant. Voilà. Alors oui, vous allez en avoir un en dernière intervention par Médina, justement. Ce sera l'occasion d'échanger sur ce sujet-là. J'ai l'impression que les élus de Morlaix sont pas encore disponibles. Ah si, je vois qu'il y a d'autres personnes sur l'écran de Clotilde. Donc si vous êtes prêts, si c'est bon pour vous, je peux vous donner la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, Guy Pennec, donc président de la régie publique Andour et vice-président à Morlaix Communauté, des cycles de l'eau et de la biodiversité. Et je suis accompagné par Frédéric Plombel, je suis le directeur général de la régie publique de l'eau Andour. Bon, et Clotilde Belin, pour ceux qui n'étaient pas là au début, moi je m'occupe de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce projet avec la Palestine, pour moi les communautés. Pour préciser aujourd'hui que la régie publique Andour, parce que les uns et les autres pourraient se poser la question, mais que vient faire une régie publique de l'eau? En fait, c'est une régie publique EPIC, un type établissement public industriel et commercial, qui est le délégataire public de la communauté d'agglomération de Morlaix, car il n'y a plus d'opérateurs privés que sont les groupes Veolia, Suez, Sor et compagnie. C'est la régie publique qui est devenue le délégataire public de tous les cycles de l'eau, grand, petit cycle au pluvial. Voilà, c'est une gestion intégrée à l'échelle du territoire et des bassins versants de l'eau sous toutes ses formes. Voilà. Sur le projet Jalaza, Je partage l'écran pour faire. Bon. donc bien sûr, au titre de la loi Oudin, depuis très longtemps et bien avant que la régie soit créée, sous cette forme actuelle, la régie est créée depuis le 1er janvier 2024. Mais la régie, en fait, avait, avait été créée en 2017 au moment du transfert de la prise de compétences par la communauté sur une partie du territoire qui était déjà en régie et nous avons attendu que les DSP tombent les unes après les autres. Au titre de la loi Oudin, nous intervenions déjà sur une petite dizaine de projets,
Mais constat, c'est que beaucoup d'associations ont des bénévoles très vieillissants et ne sont plus tout à fait en capacité de pouvoir suivre les projets, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et donc, nous sommes entrés en relation avec le camp de Jalazon par le biais d'une association locale, hein, de la JPS, qui intervenait dans ce camp-là, et de l'AFPS aussi, et les deux, hein, il y avait la JPS et l'AFPS, qui intervenait dans ce camp, mais surtout en lien avec un centre handicapé de problèmes cognitifs ou de prothèses auprès des enfants et qui sert aussi de centre de santé pour les adultes. Et donc nous avons été contactés par les deux associations, l'une par le biais de la ville de Morlaix, mais qui n'avait pas la compétence eau et donc la compétence loi Oudin, et l'autre par l'association qui est en lien avec le centre, l'établissement médico-social. Voilà. Donc, nous nous sommes décidés, il y a maintenant 2 ans, à ce qu'une petite délégation d'élus morlaisiens de la région de Morlaix se rende avec le président de la communauté d'agglomération que vous voyez au centre de la photo sur la gauche, à côté alors c'est le conseiller personnel du président Mahmoud Abbas, hein, qui nous a reçus, et donc M. Vermont, le président de la communauté d'Aglo, que j'accompagnais, avec quelques autres maires, et Clotilde Belin. Eh bien, nous avons décidé de nouer un projet sur l'eau, parce que les deux associations nous disaient il faut construire un réservoir, mais on sait bien que construire un réservoir, ça ne veut pas dire grand-chose, et qu'il faut avoir une analyse globale. Première chose, la gouvernance a décidé de se doter, alors déjà d'une chargée de mission. Voilà, de recruter une chargée de mission qui connaît bien le Moyen-Orient et qui connaît bien la Palestine. Et donc, nous sommes rendus avec elle, et le comité populaire nous a accompagnés tout au long de notre déplacement sur plusieurs jours dans ce camp de Palestiniens qui est situé à peu près à 7 kilomètres au nord-est de Ramallah. Voilà. Alors là, nous avons signé une convention avec le comité populaire, justement, hein, c'est la convention qui est exposée sur la photo, de partenariat et de lien avec le comité populaire de Jalazon. Donc les objectifs, c'est 4 objectifs: améliorer l'accès à l'eau qui passe par la construction d'un réservoir, mais ce n'est pas une simple affaire comme ça, c'est un réservoir de plusieurs milliers de mètres cubes, hein. Donc, avec un réseau, et vous verrez que la déclivité et puis la topographie ne permet pas comme une installation de réservoir comme ça au pied levé. L'accès à l'assainissement, avec un travail important de rénovation, de réhabilitation des réseaux et du collecteur principal. Il faut savoir que le centre de ce camp, qui est situé à peu près à 850, 900 mètres d'altitude, bien forte déclivité. La rue principale, où est le collecteur principal également, est inondée, subit des inondations, mais des inondations d'égouts. Donc pour se rendre, par exemple, l'ensemble des enfants du camp, pour se rendre au collège, transitent par cette voie-là, ben, les pieds dedans, quoi. Voilà. Donc il y a une réhabilitation lourde à faire. Donner des moyens, c'est aussi d'avoir une forme d'opérationnalité sur place, hein, avec de la formation sur place, à la fois en donnant des moyens de gestion des réseaux, matériels et humains, de former une équipe de maintenance, de pouvoir leur livrer un cureur, parce que c'est quelque chose qui manque. Ils ont des aspiratrices sur Ramallah, par exemple, il y a des aspiratrices, mais il n'y a pas de cureur, et de développer l'autonomie, justement, par la réelle utilisation d'eau de pluie pour l'utilisation de curage, et d'avoir des formations et d'éducation à l'environnement, parce qu'il y a un collège important aussi en périphérie du camp. Donc, voilà. L'étude a été est menée sur place. Nous nous sommes rendus compte, après entretien avec le comité populaire, après visite de terrain, bien,
Clotilde et moi, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait, le préalable était qu'il fallait faire un schéma directeur au assainissement sur un camp qui est très restreint en superficie et qui, alors on n'a pas su exactement la population, on dit 15 000 habitants. Euh, bon, ayant parcouru l'ensemble du camp, loger 15 000 personnes dedans, ça me semble fort, mais c'est sûrement 12 000 personnes environ. Donc là, vous avez le schéma eau et le schéma assainissement. Voilà, on peut passer avec tout un travail fait, efficient de réunion, hein, de projet. Nous les avons écoutés avec une équipe que nous avons rencontrée à JWU, c'est Jerusalem Water Authority, avec cabinet d'études piloté par un ingénieur assainissement, qui est sur la photo au centre, là, la photo des 4 personnes, et des débuts de travaux assainissement dès l'année 2024, sur le collecteur principalement parce que c'est l'ouvrage bloquant. Je précise, il n'y a pas de station d'épuration. Il n'y a pas de station d'épuration. Tout est dégagé dans un web. Il y a un gros projet au niveau, je crois que c'est porté par les Allemands euh, et, La Banque et mondiale. par la Banque mondiale, sur une grosse station d'épuration qui regrouperait 6 communes autour de ce camp, hein, pour à peu près 35 000 équivalents habitants. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple le type de cureur qu'il conviendrait de pouvoir leur livrer, et puis de former une équipe aussi aux travaux, parce que si on prend par exemple une référence DTU, une référence normée, sur la conception des travaux et la qualité de pose des réseaux, ben, nous avons voilà, un accompagnement à faire. Nous avons eu la surprise d'avoir des gens de très bon niveau. Il y a suffisamment d'ingénieurs sur place, il y a suffisamment de monde en ingénierie, hein. C'est un excellent niveau de formation qu'ils ont. Ils sont au courant de toutes les technologies. La question, ce sont les moyens, comme partout, hein, les moyens humains et financiers. Donc, humains, équipes à former sur le terrain, parce que l'assainissement, aujourd'hui, il est porté seulement par l'URNVA, mais un agent de l'URNVA qui vient déboucher et puis c'est tout, quoi. Voilà, mais il n'y a pas de réhabilitation, il n'y a pas de gestion de réseau, il n'y a aucune prospective sur place. Nous avons mis en place également, avec nos possibilités, des liens sur la base de faire venir l'équipe ingénierie en France. Là, vous avez les deux ingénieurs, donc le bureau d'études à gauche, l'homme au chapeau s'appelle Naël et dirige un bureau d'études à Ramallah. Et Émile est ingénieur du bureau d'études de JWU à Jérusalem-Est. Donc, ils sont venus sur place à Morlaix rencontrer notre régie, qui est une régie complète, hein, avec bureau d'études d'ingénierie. Et nous avons invités également au Carrefour de l'eau à Rennes. Et pour la deuxième année, eh bien, il y avait une délégation de jeunes ingénieurs de JWU, des femmes hein, qui sont venues, deux jeunes femmes qui sont venues accompagnées par Naël et un représentant du comité populaire et qui sont venus à la fois au Carrefour de l'eau et à Morlaix dans nos services qui se sont rendus sur nos chantiers, sur les sujets que l'on rencontre aussi, les problèmes que l'on rencontre et qui sont les mêmes, hein, qui sont les mêmes. Voilà, sur la réhabilitation, le renouvellement, les inspections télévisuelles, les hydrocurages, enfin toute la technique d'un bureau d'études. Voilà. Et ils ont été reçus dans les mairies qui se sentent particulièrement concernées. Par exemple, en mairie de Plourin-les-Morlaix, dont je suis le maire, mais à la communauté d'agglomération, vous voyez le président Vermeau
avec les gilets de sécurité du comité populaire. Nous avons d'ailleurs offert un gilet en langue arabe au directeur général de l'agence Loire-Bretagne lors du Carrefour de l'eau. Voilà, et sur la photo de gauche en haut, c'est le président Vermot avec le représentant du comité populaire qui parle un anglais parfait et couramment. Et vous avez aussi le premier adjoint à la ville de Morlaix sur la photo au centre, la photo du haut au centre, reçu en mairie de Morlaix. Le président Vermot a son écharpe de maire. Monsieur Gambache, qui est premier adjoint, qui est membre de l'AFPF, c'est ça? La FPS. La FPS. Non, la JPF, Monsieur Gambage, et la FPS. La JPS, Monsieur Gambache, là, qui est barbu, voilà, et qui est à côté de Naël, et qui pilote pour la ville de Morlaix et pour Andour, qui est vice-président de la région Andour également, et qui est parmi les membres qui pilotent ce projet. Peut-être un tout petit point rapide sur le budget. C'est un budget à 3 millions d'euros entre 2022 et 2026, probablement 2027 pour les travaux, et dont 2 millions d'euros de l'AFD par une FICOL qu'on a obtenue il y a un mois. Voilà. Et sinon, l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est très présente, bien sûr la loi Ouda, 1% de la loi Ouda, via le service Andour. Et puis, le ministère des Affaires étrangères qui nous a, enfin, via la DECT, qui s'est renommée, mais je n'arrive plus à retenir le nouveau nom, qui nous a aidé à démarrer le projet, pour lequel l'AFD a pris la suite ensuite. Je voudrais juste insister un tout petit peu sur cette image-là, qui est des images de tourisme de nos partenaires palestiniens. J'insiste parce que cette partie humaine non professionnelle, on va dire, a énormément créé des liens et a permis de créer de la confiance. Et ça va me permettre de faire le lien avec le sujet du jour, qui est comment on arrive à continuer à travailler dans les conditions actuelles. Et pour moi, le fait qu'ils soient venus chez nous, qu'on les invite à manger à la maison, qu'eux nous invitent quand on va chez eux, qu'on crée des liens qui sont au-delà des réunions professionnelles, c'est ça qui permet vraiment de continuer à avancer. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, on le ressent énormément. On peut se parler de manière plus ouverte parce qu'on a échangé d'une manière un peu plus humaine. Donc, je passe. Donc, le contexte actuel, clairement, alors, nous, on n'a pas eu ce problème de difficulté de financement. L'AFD nous a donné l'accord sur la note d'intention, enfin, l'accord pour continuer le 9 octobre de 2023. Donc, c'est-à-dire le surlendemain des attentats, l'AFD était. Pas oui, l'AFD. Voilà, nous a indiqué qu'ils étaient intéressés de continuer sur ce dossier. Et on a eu l'octroi là en octobre de cette année. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas affaibli non plus. Le consulat de France à Jérusalem, ça a été déjà mentionné, mais ont été très, très présents avec un soutien vraiment très, très précieux, sans faiblir, au contraire. Je dirais même qu'ils sont plutôt motivants et stimulants pour qu'on continue à être présent sur ce projet. Donc, il y a peut-être des difficultés de financement dans certains cas, mais je pense qu'il y a aussi des nouvelles opportunités de financement dues justement au conflit, avec des acteurs qui ont envie de s'engager parce qu'ils ils pensent que c'est une priorité à cause du conflit. Donc, je pense que financièrement, peut-être, je ne vois pas ça comme un blocage. Les difficultés, par contre, qu'on a, nous, c'est clairement l'accès à l'eau était difficile dans le camp, mais là, elles sont pires. Ils ont eu encore moins d'eau cette année que toutes les années précédentes. Donc, ça devient vraiment difficile. On était à 50 litres d'eau par jour. Maintenant, on est plutôt à 35-40 dans le camp, en tout cas l'été. Il y a eu du retard. Donc, Antoine l'a mentionné tout à l'heure. Les déplacements intercités sont compliqués. Nous, on a un bureau d'études qui est à Naplouse, qui a eu du mal à se rejoindre Ramallah, parce que le camp est à côté de Ramallah, à cause des checkpoints, à cause du blocage de l'armée principalement. Par contre, la zone est tout près de Ramallah, on n'a pas eu de difficulté, je touche du bois, mais les colons ne sont pas tellement présents dans le camp. Ils sont présents juste à côté du camp, mais il y a eu assez peu de heurts. Par contre, l'armée israélienne fait souvent des incursions la nuit, donc il y a une ambiance générale assez difficile, mais voilà, c'est pas comme à Jénine ou à Hébron où c'est beaucoup plus compliqué. La zone est encore préservée pour le moment.
Nos visites à nous en Palestine sont plus compliquées. On hésite plus à aller, bien sûr, se rendre là-bas avec ce qui se passe. Et puis là, tout ce qui est communication interne et externe n'est pas non plus mis en priorité à cause des tensions qui règnent sur ce sujet. Par contre, le projet continue. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit, je crois, Thomas, qu'on a des partenaires très impliqués, alors déjà très compétents, comme vient de le dire M. Pennec. Il y a des vraies compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. On a des partenaires qu'on connaît, avec qui il y a eu des relations de confiance qui ont été développées. Ça, c'est vraiment, je pense, crucial. Ça permet de détricoter certaines choses et de pouvoir se dire des choses assez clairement sans avoir un filtre, on va dire, trop, pas poli, mais trop conventionnel. Voilà. Donc, on a continué le projet parce que les partenaires sont motivés, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont le même besoin. C'est-à-dire, là aussi, c'est à leur demande qu'on a fait ce projet, porté par la FPS, mais à leur demande initiale, demande du camp qui voulait améliorer l'accès à l'eau. Donc, le fait on a fait 2 études, une pour l'eau, une pour l'assainissement. Le fait de continuer et de les aider à développer leur connaissance des réseaux, ce ne sera pas perdu. C'est quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait aucun plan, aucun schéma de aucun réseau sur le camp. Donc maintenant, il y en a 2, l'eau et l'assainissement. Ça, c'est crucial et je pense que c'est la base minimum. Si on se lance dans des travaux, on en a fait déjà cette année, mais il y en a des beaucoup plus gros pour un réservoir qui sont prévus l'année prochaine. Ça créerait des emplois parce qu'ils ont quand même un énorme problème d'emploi. Tous ceux qui avaient des emplois en Israël l'ont perdu. Les employés du gouvernement, les fonctionnaires, ne touchent plus leur salaire ou en tout cas plus complètement. Il y a une énorme crise économique qui se profile, enfin qui est déjà là en fait. Donc même si c'est des petites gouttes d'eau, chaque travaux qu'on envisage crée des emplois. Donc ça, ils en sont très conscients. Le fait qu'on ait eu du mal à se rendre en Palestine, en fait, on l'a compensé en invitant plus de personnes en France. Donc, comme M. Pennec l'a mentionné, entre autres Carrefour de l'eau. Et je précise aussi que les 2 jeunes femmes qu'on a vues sur les photos palestiniennes sont des ingénieurs aussi elles-mêmes. Donc, voilà. Et ils ont énormément apprécié. Donc, cette année, on prévoit à nouveau en 2025 d'inviter des ingénieurs palestiniens au Carrefour de l'eau. Et du coup, bien sûr, à Morlaix. Et voilà, et je réitère le point sur les liens de confiance qui, pour moi, ne passent que par des échanges humains qui vont au-delà des échanges professionnels. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Et là-dessus, je répète aussi que les associations AJPF et AFPS franco-palestiniennes qui sont présentes à Morlaix, qui nous aident, agissent aussi à créer, à renforcer et cultiver ces liens qui permettent de continuer à travailler, d'avoir confiance, d'avoir des informations et d'avancer ensemble. Voilà. On vous remercie beaucoup pour ces partages très intéressants. Je vous ai précisé dans le chat ce qui était l'AJPF et la FPS. Alors, j'ai noté quelques points sur lesquels rebondir, sur justement l'implication des régies publiques. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Comme je le disais, vu que les coopérations franco-palestiniennes font beaucoup intervenir, je disais les services techniques, mais également les régies. C'est le cas aussi en particulier de Eau du bassin rennais, qui fait intervenir aussi sa SPL. Merci d'avoir partagé un peu ces éléments clés qui vous permettent de continuer à entretenir les liens, qui rejoignent ce que disait Thomas tout à l'heure, avec aussi la démarche que vous avez eue d'accueil de délégation, qui est assez importante pour maintenir les liens. Je voulais rebondir aussi sur la façon dont vous avez abordé le projet initialement. On vous a formulé finalement une demande. Mais bon, c'est important de répondre à la demande telle qu'elle est formulée, mais aussi vous avez eu la démarche d'accompagner à reformuler cette demande en besoin en quelque sorte pour repartir sur une démarche de schéma directeur et d'étude de faisabilité. C'est souvent une démarche importante au démarrage des coopérations décentralisées, ce qu'on peut observer au PSO. Je vous laisse maintenant réagir à ce partage d'expérience, à cette intervention. Si ça vous évoque des réactions ou d'autres partages que vous-même vous voulez faire. Juste une remarque. On a un indicateur technique dans le camp,
c'est qu'en 1948, ce camp s'est créé. Il s'est créé à cet endroit-là, en moyenne, en haute colline et en petite montagne, pas par hasard, c'est parce qu'il y avait une source. Et la source, aujourd'hui, elle existe, mais elle est entièrement contaminée par cet assainissement eh bien, qui déborde, qui refoule de partout. Et les assainissements individuels, bien sûr, non conformes aussi. Et cette source est totalement contaminée et quasiment inutilisable, à peine pour l'irrigation, une toute petite irrigation. Donc, on a aussi en ligne de mire, en trame, comme indicateur, de rétablir la qualité de cette source qui est naturelle et qui pourrait compenser le manque, partiellement, hein, très partiellement, mais qui pourrait aider à compenser tant qu'un réservoir ne sera pas construit, mais que tout le réseau sera équipé eh bien, de réducteurs de pression, de surpresseurs là où il faut remonter, enfin, voilà, de changement de résistance de tuyaux aussi, et qui pourrait compenser les citernes vides que vous pouvez voir sur les toits du camp. Merci de ce complément. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question sur... Oui, AFPS, justement. Je vous laisse vous présenter. Alors, vous n'avez pas votre son, le classique. Avec le micro, c'est mieux. Allez-y. Oui, d'abord, merci au PSO d'avoir organisé cette rencontre et puis d'avoir invité, de l'avoir fait savoir et connaître à l'Association nationale de la FPS. Je trouve que je suis là à double titre. Je suis évidemment le porte-parole le porte-parole de la FPS en Pays de Morlaix, donc directement, évidemment, intéressé, concerné par tout ce que viennent de dire nos collègues de Morlaix Communauté bon, évidemment, on se connaît bien et ce projet, il est pour nous extrêmement important et fondamental pour l'aide au développement sur le camp de réfugiés de Jalazone. Mais je suis également vice-président national de la FPS. Et donc, c'est plutôt à ce titre-là que je voulais intervenir. C'est pour insister sur le fait que ce que vient de dire Clotilde sur le développement des relations humaines pour la réussite de ce type de projet de coopération décentralisée est effectivement fondamental. Et là, une association comme la FPS ou comme la JPF ont un rôle extrêmement important de lien sur le terrain, parce que nous avons traditionnellement, depuis des années, l'habitude d'aller, évidemment, enfin, nous avions l'habitude, on va reprendre ça le plus vite possible en fonction de la situation, l'habitude de faire ce que nous appelons des missions en Palestine, en Cisjordanie, et en particulier dans les camps de réfugiés. Et c'est par ce biais-là que les besoins se font savoir, que nos partenaires palestiniens expriment leurs besoins, et que, évidemment, une association comme la FPS ne peut pas avoir les besoins, ne peut pas avoir les moyens, ni financiers, ni techniques, d'une municipalité, d'une communauté d'agglo, et qu'à partir de là, quand nous rentrons de Palestine, nous avons un rôle, j'allais dire politique, à jouer en allant voir nos interlocuteurs locaux, ce qui s'est fait d'une manière tout à fait parfaite et excellente en ce qui concerne Morlaix et Morlaix Communauté. Et c'est le rôle que des associations comme la FPS peuvent jouer et que nous avons bien évidemment l'intention de jouer encore et encore dans le futur. Clotilde a raison sur le fait que la situation à Jalazone aujourd'hui, et croisons les doigts, n'est pas comparable à la situation dramatique des camps de réfugiés de Tulkarem, de Jenin ou de Naplouse, où la politique israélienne vise à détruire au fur et à mesure les choses qui sont construites. Il y a juste une nouvelle incursion aujourd'hui dans le camp de Jenin. La tactique monstrueuse est toujours la même. Ils ont détruit une première fois lors d'une première intrusion. Ils ont détruit les structures, la distribution de l'eau, le courant, etc. Et quand les habitants commencent à reconstruire, commencent à déblayer, ils attendent, hein, et ils reviennent. Pour l'instant, à Jalazone, la question n'est pas posée. Alors, elle n'est pas posée pour des raisons politiques. Elle n'est pas posée pour des raisons d'organisation, par exemple, de colonnes de résistance armée dans le camp de Jalazone. Donc, ça nous donne un répit
ça donne un répit et il faut évidemment continuer la mise en place de ce projet. Et là, moi, j'avoue que je suis évidemment admiratif du travail fait par nos amis de Morlaix Communauté, en particulier par le boulot de Clotilde, parce que euh, je suis épaté par la rapidité de la mise en place du projet. Je pense que je me réfère à ce que d'autres groupes locaux de la FPS nous font remonter au niveau national. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps que finalement les 3 années là qu'on vient de passer pour le lancement et l'avancée de ce projet super sur le camp de réfugiés de Jalazone. Donc moi, j'en suis ravi. Il est évident que les militants et les adhérents de la FPS vont continuer à expliquer, parce que ça, c'est notre boulot. Un maire ou un président de communauté d'agglo ne peut pas forcément s'adresser à la population pour expliquer pourquoi on passe autant de temps et pourquoi il y a autant d'énergie, pourquoi il y a autant d'argent qui est développé pour finalement aider des gens qui sont à l'autre bout du monde, etc. C'est pas... Ça, c'est le boulot aussi des associations. Et moi, je tiens à dire que du point de vue de la FPS, c'est un des rôles fondamentaux que nous avons d'initier, de faire du lien entre les différents acteurs et populariser la réussite de ces projets de coopération décentralisée qui sont fondamentaux pour les populations palestiniennes et les habitants, en particulier des camps de réfugiés. Merci. Merci. Alors c'est vrai effectivement que les coopérations franco-palestiniennes sur l'assainissement en particulier, l'engagement qu'il y a derrière de la part des acteurs français, c'est pas anodin bien sûr. Donc il y a un engagement qui peut s'appuyer sur sur des motivations militantes. Effectivement, la FPS a ce rôle-là, mais il y a aussi des motivations aussi techniques. euh, Liées au sujet qui peuvent être abordés, la réaction des eaux usées traitées, le fait que les interlocuteurs ont un haut niveau technique, comme ça a été évoqué. Donc, c'est des coopérations qui permettent une réciprocité technique particulièrement enrichissante d'après les retours d'expérience des collectivités françaises. Je voulais juste aussi rajouter et rebondir sur ce que Thomas d'Experts Solidaires a dit, le fait qu'ils ont besoin aussi là-bas de projets et de sujets à penser qui les changent un peu de leur Mm. quotidien. Et donc c'est important aussi de continuer à être présent malgré la situation et ils se sentent déjà totalement abandonnés, enfin ils sont déjà abandonnés quand même, je pense que c'est pas plus qu'un ressenti. Et donc c'est important pour nous de ne pas les abandonner, je pense, et qu'ils le ressentent et qu'ils se sentent occupés et pris en compte aussi dans leur travail quotidien avec l'eau et l'assainissement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Mm. Merci de l'avoir souligné. Alors, je vais peut-être couper court aux échanges maintenant pour passer la parole à Médina, parce que bon, par expérience, là, c'est commence à être l'heure où quelques personnes se déconnectent. Donc, pour que tout le monde puisse entendre le partage d'expérience de Médina, et on poursuivra ensuite les échanges. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, pour la bonne marche de la projection, j'ai confié la mission à Mélodie. Et vous m'avez demandé, Mélodie, d'être brève. Je le serai, c'est promis. Alors, en attendant que vous puissiez afficher le diaporama qui comporte que 5 ou 6 vues, quelques mots de présentation, hein. Bon, d'abord, l'association Médina, elle existe depuis 26 ans, une association de solidarité internationale. On travaille dans la bande de Gaza, j'avais marqué 10 ans, c'est plutôt 15, avec un axe principal, c'est le soutien à l'enfance, qui s'est divisé en deux axes, le soutien psychologique à l'enfance via une équipe mobile qui a d'ailleurs repris son activité en février dernier, une équipe mobile de soutien psychologique, et puis un travail d'accès à l'eau dans les écoles. Alors, nous avons une coordinatrice de terrain à Gaza qui se trouve actuellement en Égypte et je crois qu'elle est en ligne avec nous aujourd'hui. C'est sur la base du travail de reconnaissance de cette coordinatrice que nous construisons nos activités, hein. Il y a un bon moment qu'on n'a pas pu remettre les pieds dans la bande de Gaza. Les bailleurs de fonds sur l'axe eau et assainissement, les agences de l'eau, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, des métropoles, Lyon, Marseille,
la région Centre-Val de Loire, le département du Cher, la Fondation Agir sa vie, des associations, France-Palestine Solidarité, Chambéry et Palestine 18. Alors, on peut Ah, passer à la diapo suivante. oui, vous la Merci, voyez bien, très bien. Mélanie. Allez-y. Donc, 10 ans de présence, plutôt 15, 6 ans de projet eau et assainissement basé sur les écoles, une trentaine d'écoles bénéficiaires. On a commencé dans le sud et on était en train de développer la réponse dans le centre, dans le secteur de Gazaville. Donc, plusieurs axes d'intervention sur les écoles. Ce n'est pas toujours tout pour une même école. Mini-station, traitement de l'eau, osmose inverse, chloration. Réservoir inox pour une bonne conservation de l'eau à la place des réservoirs, un bon stockage à la place des réservoirs plastiques qui sont exposés aux intempéries. Construction ou réhabilitation d'unités sanitaires, raccordement au réseau d'eau usée, panneaux solaires pour alimenter les mini-stations. Et ici à droite, vous avez une vue d'une installation dans une école. On peut passer à la vue suivante. Donc, on était en quatrième phase de ce projet en octobre 2023 quand ont débuté les attaques sur les infrastructures civiles. Donc, un petit mot en aparté, si je puis dire. Je suis là en train de vous parler de l'expérience d'une ONG, d'une association sur le terrain. Et puis, dans un second temps, mais toujours aussi brièvement, on fera un bilan sur la situation eau et assainissement dans la bande de Gaza, aujourd'hui donc en pleine guerre. Donc, octobre 2023, on vient de commencer la quatrième phase du projet. Vous avez une photo à droite d'installation technique. Et donc là, il faut rebondir. Alors, le travail de la fin de l'année 2023, ça a été d'expliquer que nous, on restait ancrés, implantés sur le terrain à Gaza et de négocier la prorogation du projet avec les bailleurs de fonds. On peut passer, Mélodie. Et puis 2024, eh ben, la guerre se prolonge et surtout, les destructions sont massives. Elles sont, on pourrait dire, quasi totales et touchant le plus probablement les infrastructures sur lesquelles on a travaillé, bien qu'on n'ait pas ou peu les moyens de faire des reconnaissances. Et puis, il y a des déplacements massifs et réitérés de population et une insécurité totale quant aux bombardements ou aux attaques qui touchent des infrastructures civiles, y compris des écoles. Et à droite, on a une vue d'une école de l'UNRWA. Alors, vous voyez, ce qui était salle de classe qu'on aperçoit sur les balcons sont maintenant totalement occupés par des centaines de réfugiés, de déplacés. Et il y a également des tentes, des bâches qui sont installées dans les cours. J'en profite pour signaler la gravité de la récente décision d'interdiction de l'UNRWA. C'est catastrophique. Donc 2024, on n'est plus confronté à une prorogation du projet FUSE dans une version amendée, mais à la mise d'un terme au projet de façon à participer plus tard à la reconstruction, c'est-à-dire maintenir le lien de confiance avec les bailleurs de fonds que je vous ai cités tout à l'heure, tout en réorientant plutôt vers des projets futurs. Il faudra repartir de zéro ou quasiment de zéro, plutôt que de parler encore d'intervenir dans des écoles, ce qui, hélas, ne sera plus d'activité. Et puis, même les grandes ONG avec une structure importante sur le terrain et des possibilités difficiles, mais pas nulles, de franchissement des frontières par de l'équipement, se trouvent confrontées à une crise d'une telle ampleur qu'elles vont vers la fin de l'installation de toilettes sèches, par exemple, et la bascule vers une aide concrète, ponctuelle et mobile. On peut passer, Mélodie. Donc, la seule action possible aujourd'hui, la distribution d'eau par camion, la distribution de produits d'hygiène. Alors, par camion, il y a principalement une entreprise dont on a connaissance, avec laquelle nous, on avait travaillé déjà sur les écoles,
qui est une entreprise qui s'appelle ETA, qui a eu une structure à Rafah, Najma me corrigera, et une autre à Jabalia qui est actuellement en grande difficulté, je crois, qui a été endommagée par des attaques. Donc il y a encore du pompage et du traitement avec un volume d'aide très insuffisant, tributaire bien sûr des conditions de sécurité, sécurité des déplacements, imminence de bombardement ou d'attaque. Et puis évidemment, le contexte est un problème majeur d'eau usée et de traitement des déchets sanitaires, avec entre autres un risque important qui est celui de la poliomyélite, mais il y a énormément de maladies hydroportées. Et je compléterai le point polio en disant qu'un centre de vaccination poliomyélite a fait l'objet d'une frappe un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc à droite, vous avez cette action à laquelle on participe, qui est une action de distribution d'eau par camion. Alors nous, on y participe à petite échelle, puisque sur un mois, on a distribué 90 mètres cubes. La citerne que vous voyez là est une 6 mètres cubes qui a donc circulé une quinzaine de fois. Et on en arrive, sauf erreur de ma part, au bout de ce diaporama avec une vue d'un camp de déplacés. J'en ai terminé et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Franck pour ce partage de ce que vous avez pu faire en réorientant vos actions dans ce contexte dramatique de Gaza. Je vous en prie, l'Assemblée, si vous avez des questions à poser à Franck, et si la consultante est présente aussi, si vous voulez Oui, compléter. bonjour Mélodie, bonjour tout le monde. C'est pas ce que je veux ajouter à Franck. D'abord, excusez mon français, mais j'essaie voilà, d'être bien. Alors, c'est pour compléter ce qu'a dit Franck. Je suis la coordinatrice locale dans la bande de Gaza. C'est depuis 2014. Donc, c'est la plupart de nos activités qui ont eu lieu à Gaza, c'était dans le domaine de l'eau et d'assainissement. Voilà, comme vous le savez, c'est depuis des décennies, les problématiques de l'eau et assainissement spécialement de l'eau sont posées à Gaza à cause des guerres, à cause du blocus et surtout à cause des opérations militaires israéliennes qui à plusieurs reprises violent le droit international humanitaire et privent les populations de l'accès à l'eau. Toutes ces conséquences de la guerre de génocide mènent actuellement, menée sur Gaza, confirment la manière dont le gouvernement israélien a systématiquement utilisé l'eau comme arme contre les Palestiniens. En endommageant et détruisant les infrastructures hydrauliques, c'est le cas durant toutes les guerres qui ont été menées sur Gaza. La contamination des sources d'eau et le blocage de l'approvisionnement en eau, toutes ces actions ont paralysé le système d'approvisionnement en eau. Bien sûr, cela a créé une menace grave pour la santé publique et un risque, il faut le signaler, vraiment un risque accru de la morbidité et la mortalité à cause le taux élevé des maladies d'origine hydrique. Durant cette guerre, il y a eu une baisse de la production d'eau dans la bande de Gaza. Bien sûr, ça à cause des bombardements, des destructions des infrastructures et aussi à cause de la pénurie de carburant, qui est la baisse d'eau, le chute d'eau a atteint 84%. On était un potentiel en mois de juin à 254 000 mètres cubes par jour. Et ça a baissé à 10 500 mètres cubes par jour pour jour. Et ça a baissé, comme je vous l'avais dit, à 84%. Pour être pour être plus précis, c'était équivalent à 4 litres par personne et par jour pour chaque personne à Gaza, soit pour boire, pour cuisiner ou pour laver, plus encore, ça veut dire d'autres activités. Il s'agit d'un montant nettement faible, mais
mais aussi si c'est en le comparant aux normes minimales d'eau exigées en cas d'urgence aiguë, qui doit être 50 litres par la santé mondiale, le MOS. Voilà, comme j'aimerais bien évoquer, moi j'ai vécu pendant 6 mois durant la guerre à Gaza, j'aimerais bien témoigner précisément sur la question eau et assainissement à Gaza. Donc, j'ai eu plusieurs déplacements et mon dernier déplacement, c'était à Rafah. Donc, j'étais pas loin des écoles. J'ai vécu dans un camp pendant 3 mois. Et j'étais juste à côté d'un rassemblement où il y avait les écoles, soit gouvernementales, soit de l'UNRWA, qui vivaient dans des conditions vraiment, vraiment euh, détériorées. Euh, les gens, les déplacés qui venaient du nord ou de Gazaville, ils vivaient dans des conditions où il y avait juste les eaux usées à côté, ce qui il y avait aussi un manque d'approvisionnement en eau potable. Alors, ce qui est ça, je l'ai vu dans les écoles et c'était le cas pour la population, dans toute la population qui était, moi surtout à Rafah, c'est ce que j'ai vu. Depuis 2014, comme je vous l'avais dit, on a mis en place des projets, surtout c'était des projets qui ont eu un poids, surtout après la période des guerres qui étaient sur Gaza. On a mis des projets comme l'a mentionné Dr Franck, c'est sur des projets d'eau et d'assainissement. On a pu travailler à Khan Younes, à Est Khan Younes, avec plus de 43 écoles où on avait divers projets, installation de mini-stations, mettre en place des nouvelles latrines, mettre aussi raccordement des eaux usées au réseau municipal. On a pu faire aussi fournir aux écoles des réservoirs. On a changé les réservoirs en plastique qui existaient par des réservoirs plus sanitaires en stainless steel. Et là, c'était l'avantage, je parle de ça parce que maintenant, il y a la plupart des déplacés qui sont dans les écoles. Même, par exemple, là, parlant du cas qui est de sud-est Khan Younes, les gens, pour trouver plus de sécurité, ils ont même été obligés de se déplacer de leur foyer pour aller même dans les écoles qui étaient près, en croyant voilà, que c'était plus en sécurité. Donc, l'avantage vient que nous, déjà, on a fait, ça veut dire ça facilite la tâche pour avoir de l'eau bonne à boire. Même il y a des écoles, même en cas de coupure d'électricité, il y a des écoles, on a mis en place des systèmes de panneaux solaires. Nos collaborateurs sur terrain, bien sûr, au moment de nos projets, étaient le ministère d'éducation et bien sûr avec l'accord de l'autorité de l'eau palestinienne. Il y avait aussi une coordination avec le Sahel, le CMWU, et aussi avec les mairies, parce que notre premier projet, je me rappelle très bien, qui a eu lieu à Gaza, c'était au centre de la bande de Gaza. C'était une grande mini-station en coordination avec une mairie qui s'appelle Wadi Gaza. Donc, et qui a été mise en place après la destruction d'une mini-station, d'une station de désalinisation qui a été avant déjà, donc elle était ciblée par les bombardements. On est intervenu, Medina a intervenu pour créer une autre installation. Et à cause pour plus et puis, le lieu de la mini-station était, ça veut dire, de perte d'être cible au bombardement israélien. Avec l'accord de la municipalité, on était obligé de la transporter et la mettre à côté de la mairie au centre-ville de Wadi Gaza. Ça, c'était notre premier projet et on avait après continué. Pour l'instant, et juste avant la guerre, on avait organisé des projets, bien sûr, toujours avec des conventions signées, avec un protocole, avec le ministère de l'Éducation, bien sûr, avec l'accord de l'autorité de l'eau de Gaza.
et avec l'aide du CMWU, on allait intervenir dans le côté est de la bande de Gazaville parce que notre travail était bien organisé. On avait fini, après identification des besoins dans le sud, on a fait combler tous les travaux. Donc, ça veut dire, on a pris en charge de travailler sur l'autre lieu qui est situé à Gaza Est. Donc, Ok, on a commencé merci de ces compléments et de ce partage. Je pense qu'on a un petit peu cerné vos actions et Oui, ça si n'empêche pas vous bien avez des sûr questions aussi, on est voilà, disponible, oui. c'est ça. Et puis à toute personne dans l'Assemblée qui voudrait en savoir plus, de vous contacter aussi directement. Je peux transférer les coordonnées. Donc ouais, on retrouve ici l'importance de s'appuyer sur des consultants, des bureaux d'études, des personnes locales pour poursuivre les actions, même à Gaza, hein, ce que vous avez pu faire, Medina, en vous appuyant sur cette consultante. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des réactions? Je pense notamment, je ne veux pas vous prendre à chaud, mais à des acteurs de coopération qui voudraient partager brièvement où ils en sont et rappeler ou parler de leur partenariat et de leur projet, si certains sont encore présents dans l'Assemblée. Oui, juste un mot de ma part. Je suis content de voir que nous ne sommes pas la seule association présente à Gaza, puisqu'il y a Dignité Internationale qui s'est exprimée et on prendra contact avec grand plaisir. Je rebondis sur votre intervention. Je vous remercie. Effectivement, c'est la première idée que j'ai eue en écoutant vos échanges, etc. C'est vraiment de prendre contact avec vous au plus tôt sur ces approches, puisqu'on est présent sur le terrain aussi. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Mm. Merci. Et pour préciser, la chargée de mission, je ne sais pas exactement son titre du SCAC pour accompagner les coopérations décentralisées, Lou Abramovics était présente, là, s'est déconnectée il y a quelques minutes. Donc à partager ses coordonnées dans le chat, je pourrais aussi vous transférer. Euh, donc voilà, qui est disponible pour accompagner vos coopérations décentralisées à présent. Donc, pas d'autres réactions à tous ces éléments. Et puis, si des questions vous viennent après coup, n'hésitez pas à contacter directement les personnes si vous avez leurs coordonnées maintenant que vous avez mieux cerné leurs actions ou à passer par moi pour demander les coordonnées de certaines personnes. Ce que j'ai pas, ce qui m'est apparu là en vous écoutant, j'ai pas choisi cette année de dresser un peu l'organisation du secteur de l'eau en Palestine. Ça aussi, c'est des informations que le PSO peut vous transférer en premier niveau, je dirais. Comment est structuré le secteur de l'eau, quelles sont les autorités compétentes localement à mettre en lien avec les autorités compétentes en France. Euh, voilà, donc c'est aussi des infos qu'on peut vous transférer de façon assez claire pour ensuite vous orienter vers des personnes expertes sur ces sujets-là. Oui, là-dessus, je peux confirmer que quand nous, on a commencé, les informations du PSO ont été très utiles et de l'AFD ont été très utiles pour commencer à dessiner notre projet et l'inscrire dans la stratégie globale et comprendre un peu le contexte de l'eau en Palestine. Donc, merci aussi pour ça au PSO. Merci Clotilde. Je confirme, là, j'ai toujours pas la main. Je confirme que cette réunion était extrêmement intéressante, très enrichissante. Même si on est sur le terrain, ça nous permet aussi de visualiser sur le court et moyen terme. Vraiment très, Mhm. très intéressant et très enrichissant. Eh bien, très bien. Puis j'espère que ça a pu voilà, vous mettre en lien avec d'autres personnes pour réorganiser ce type d'échange en plus petit comité selon des intérêts communs. N'hésitez pas si vous avez des idées de mise en lien particulière. Par exemple, il y a quelque temps, c'était pas vraiment une rencontre pays, mais j'avais connecté tous vos acteurs qui interviennent dans des camps de réfugiés. Positionnement un petit peu particulier qu'autorise explicitement le SCAC, ce qui était ce qui aurait peut-être été un petit peu ambigu si ça n'avait été pas explicitement précisé, puisqu'on n'a pas en face une autorité compétente classique, on a un comité populaire
Donc voilà, dans le contexte, comme l'a rappelé Franck, de l'UNRWA qui est empêché dans ses fonctions, c'est d'autant plus important de... Voilà, donc un exemple de mise en lien spécifique qu'on peut opérer, quoi. Donc s'il n'y a pas d'autres réactions à ce stade, je pense qu'on peut clôturer la réunion. Je partagerai les présentations, enfin si les présentateurs sont d'accord. Mais surtout je partagerai un compte-rendu avec les éléments clés qui ont été partagés. Merci. Bonne journée Merci. à toutes et à Merci tous. beaucoup. Merci. Merci Mélodie, merci à Au tous. revoir. Merci À beaucoup bientôt. pour ce partage. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au Bonne journée à revoir. vous. Merci beaucoup et au revoir. Merci.